On commence tout de suite par parler gouvernance. Le Parlement bruxellois a présenté ce matin une série de mesures supposées améliorer la gouvernance à Bruxelles. Alors Christophe Van Gelu, vous êtes fondateur de Cumuléo, vous êtes beaucoup intéressé à ces questions-là. Est-ce que pour vous, on est à l'aube d'une petite révolution éthique à Bruxelles ? Je pense qu'on peut plus parler d'une évolution. Il y a des évolutions qui vont dans le bon sens, plus de transparence. Maintenant, c'est pas une révolution, c'est pas une tornade éthique. On aurait pu espérer probablement que ça aille plus loin. Et on va les détailler, ces mesures, mais première réaction aussi, Pascal Deluit, est-ce qu'on peut dire que le Parlement bruxellois est à la pointe, comme l'a dit en tout cas Charles Piquet, pour ce qui concerne certaines des mesures qui ont été proposées? Oui et non. Donc oui, et certainement, je dirais dans la réflexion sur la gouvernance et sur le renouveau politique en matière de transparence, il y a une évolution notable, c'est évident. Et il faut en prendre acte et il y a des éléments dont on pourrait s'inspirer à la fois les parlements régionaux flamands et wallons, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le parlement fédéral. En revanche, sur la thématique de la réforme de la gouvernance, là, on est quand même assez en deçà. Par exemple, des initiatives qu'avait annoncé le ministre-président de la région à l'été sur la notion de décumul entre les fonctions exécutives communales et le mandat de parlementaire. À titre d'exemple, ou un autre exemple sur la taille des collèges de bourgmestres et échevins. Donc là, très clairement, le compromis ne s'est pas fait entre partenaires de la majorité et de l'opposition. On a bien entendu, effectivement, certains des parlementaires qui ont participé à cette commission, que sur les décumuls, il y avait effectivement, on l'a bien senti, et on pourra en reparler comme un blocage. Mais on peut détailler néanmoins certaines des mesures. Vous parliez notamment de la transparence, on parle notamment de ces plafonds de revenus à 150% de l'indemnité des parlementaires, qui est élargie désormais à tous les membres, notamment des intercommunales, et également à certaines des fonctions comme la présidence, ou certaines des fonctions honorifiques ou spéciales. Non, pas spécialement honorifiques, ce sont des fonctions spéciales qui, bizarrement, de mon point de vue en tout cas, échappaient à cette logique. Et qui désormais ne vont plus échapper. Et désormais ne vont plus échapper. Et donc c'est assez logique, je crois. Donc si on est dans une logique de plafond, il n'y avait pas de raison qu'il y ait des exceptions particulières. Alors en matière de transparence, parce que là aussi la transparence s'élargit à de nouvelles personnes, donc beaucoup plus de personnes seront concernées par cette transparence, notamment les membres des intercommunales et les membres de toute une série de structures et d'ASBL publiques. Donc là, on est dans une avancée qui concerne notamment des structures telles que le SAMU social. Absolument, mais aussi les mandats privés, et ça c'est important parce que notamment vous avez plus de contrôle social possible, plus de vérification, donc c'est jamais maximal, mais peut-être que c'est pas nécessaire que ce soit maximal, mais en tout cas plus de vérification, plus de contrôle, et notamment sur de possibles conflits d'intérêts. Ce sont des questions qui se posent, on est en plein dans l'actualité sur la situation en Verse, sur les notions de conflit d'intérêts. Donc c'est une des voies de contrôle social ou de vérification des problèmes potentiels, soit en termes de rémunération, soit en termes d'exercice de mandat qui, dans les faits, peuvent susciter des conflits d'intérêts. Ouais. Est-ce que des mesures telles que celle-là, Christophe Van Gelu, en l'occurrence cette transparence aussi bien dans les mandats privés que dans les mandats publics, aussi bien pour les mandataires que pour les membres d'intercommunales et d'ASBL publiques, est-ce que ça aurait pu permettre d'éviter des scandales tels que celui du SAMU social, par exemple ? Oui, certainement. Mais peut-être que ce qui est bien, c'est de replacer peut-être le contexte. C'est qu'il y a ce plafond de rémunération à 150% de l'indemnité parlementaire. Et la situation à Bruxelles, c'est qu'on avait ce plafond théorique, mais qu'il n'y avait pas de système de contrôle de l'application et du remboursement par les mandataires, le cas échéant, s'ils dépassaient ce plafond. En Wallonie, par exemple, c'est fait depuis 2007. Il y a une déclaration de mandat spéciale pour la Wallonie, avec obligation pour les mandataires d'indiquer la rémunération qu'ils touchent. Et il y a une cellule de contrôle qui fait les additions et qui, le cas échéant, dit à tel mandataire, voilà, vous dépassez d'autant, il faut rembourser telle somme à telle structure. À Bruxelles, il y a une ordonnance de 2006 qui règle cette question-là aussi, avec aussi normalement une cellule au niveau de la région qui va aussi faire ses calculs et exiger les remboursements, sauf que cette ordonnance, elle a été votée, elle n'a jamais été appliquée, alors en toute illégalité.
la structure de contrôle au niveau de la région n'a jamais été mise en place par le ministre-président. Donc en fait, on est ici avec une nouvelle proposition de loi qui renforce un système qui n'a jamais été appliqué. Donc il faut quand même faire attention et il faudra veiller à la réelle application. Oui, mais ça veut dire que vous avez des doutes, ou en tout cas des inquiétudes sur la manière dont cette nouvelle proposition, cet élargissement, on peut dire, de l'ordonnance de 2006 pourrait être appliqué. Mais ça fait 11 ans qu'ils n'appliquent pas une ordonnance qui va moins loin. Donc, si on dit maintenant on va appliquer une ordonnance qui va plus loin, il faudra être... Alors, j'espère que il y a eu le SAMU social, il y a eu Publifin et tout ça, donc maintenant c'est quasi impossible pour eux de ne pas avancer, donc j'espère que ça sera le cas. Et comme vous le disiez, ça permettra en fait l'élargissement de cette obligation de transparence sur les rémunérations aussi à des structures, c'est en fait les structures qui sont liées au marché public ou qui sont subsidiées à 50% par de l'argent public. Donc c'était largement le cas du SAMU social, et donc le SAMU social sera englobé dans cette législation. Ouais, réaction peut-être Pascal Lélutte. Alors sur deux choses. D'abord sur le fait que ces mesures seraient de nature à permettre d'éviter des scandales tels que celui du SAMU social. Oui, elles sont de nature à permettre non pas d'éviter le scandale éventuellement, mais de le repérer plus rapidement et donc sans doute de l'empêcher dans une certaine mesure. C'est toujours la dynamique. Si le contrôle et la transparence sont plus forts, la tentation est moins forte. Donc c'est bien classique. Et c'est exactement la même chose sur le plafond des 150% et la non-application d'une ordonnance. Si vous avez une structure de contrôle performante, vous n'êtes pas tenté d'essayer de dépasser et de contourner la règle des 150%. Or, en réalité, quand vous observez les choses aujourd'hui, même si petit à petit, en catimini, un certain nombre se mettent en ordre, un nombre non négligeable de mandataires était proche, voire dépassait la règle des 150%. Je suis assez optimiste sur le fait que ce qu'on annonce, qui est un renforcement d'une ordonnance non mise en œuvre, va néanmoins être mis en œuvre, parce que au-delà de ça, ce qu'il faut bien observer, c'est que un certain nombre d'acteurs politiques vont plus loin. Et donc ceux-là seront certainement en charge de surveiller, puisque un certain nombre de partis politiques vont mettre en œuvre le décumul intégral. Et donc, je dirais, chemin faisant, ça va créer une dynamique qui va rendre moins plausible, jamais impossible, la tentation existe toujours, mais en tout cas moins plausible des cas d'évitement de la norme, et va aider peut-être comme marchepied à d'autres actes qu'on peut considérer de meilleure gouvernance. En tout cas, c'est un débat qu'on peut avoir sur plein d'éléments qui peuvent aller de la fusion des communes à la taille des collèges, des bourgmestres et échevins, à la nature des cumuls, par exemple, entre mandat public et mandat privé, qui est une question assez complexe et assez délicate. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Bruxelles va dans le bon sens, mais il faudra effectivement traduire tout cela. Il faudra traduire voter tout cela, et traduire. Et peut-être, ou en tout cas, on vous l'entendait implicitement aller plus loin également. On sait que ces mesures-là sont un compromis entre 10 partis, que évidemment arriver à un compromis entre 10 partis, c'est pas facile. Donc c'est un premier jet ou un premier pas, une première étape. Peut-être encore une chose sur une des mesures qui est annoncée, c'est cette commission de déontologie, Christophe Van Gelu. Est-ce que ça aussi, c'était une nécessité qui, enfin, qui se concrétise ? Oui, clairement. Ça, je trouve que c'est un point très positif. Le Parlement fédéral s'est doté récemment d'une commission de déontologie. Le Parlement bruxellois suit. C'est vraiment très bien. On le voit au fédéral, ils ont remis un premier avis. C'était l'affaire Siegfried Brack, mais ils ont élargi à toute la question du cumul pour l'ensemble des parlementaires. Et ils ont vraiment émis un avis de qualité. Donc c'est fondamental si on veut qu'il y ait une confiance entre les citoyens et les responsables politiques. Je trouve qu'il est vraiment normal que les responsables politiques soient les premiers à être soumis à un code de déontologie qui balise ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et donc, il y a plein de métiers qui sont soumis à des codes de déontologie, et la politique, jusqu'à présent, ne faisait pas partie de ces métiers-là. C'est vraiment pas normal, et ça ne donne pas confiance dans le système. Ouais, donc une commission qui va fonctionner, qui sera composée
composé pour partie d'anciens magistrats, pour partie d'anciens mandataires, d'anciens députés, et qui pourra être saisie notamment par des citoyens. Pascal Éluy ? Oui, elle pourra notamment être saisie par les citoyens. Je crois que la question qui se pose, c'est dans toute commission de déontologie, c'est le cheminement qui est pris, et c'est s'il n'y a pas je te tiens, tu me tiens, parce qu'en réalité, en amont, il existe chez les acteurs politiques souvent des commissions de vigilance ou des commissions de déontologie, et on a pu voir dans les parties les plus concernées par des évitements de la norme, ou en tout cas des évitements de l'éthique, on va dire, qu'en réalité ces commissions de déontologie n'avaient rien pu éviter, et que souvent elles sont consultées a posteriori, et que souvent même certains de ses membres sont eux-mêmes dans des positions ambivalentes. Est-ce qu'on a des raisons d'être plus optimistes dans ce cas-ci ? En tout état de cause, c'est toujours bien qu'on la crée, et je dirais que c'est le chemin qu'on va emprunter. On appelle ça dans notre jargon la path dependency. Le chemin que vous allez emprunter, c'est si clairement, compte tenu de sa composition et compte tenu de ses premières démarches, on voit que tout un chacun la prend au sérieux, au fond et dans ses avis qu'elle rend, qu'elle pourra avoir ou non de la consistance. Alors, gros sujet de blocage, on l'a entendu, c'est le cumul, ou plutôt le décumul. Est-ce que dans le cadre de cette commission d'éthique, de cette réflexion sur la gouvernance, est-ce que le décumul, c'est si important que ça, Pascal Éluy ? Ouais, en tout cas, c'est un des volets importants, c'est-à-dire que si on considère qu'il y a une forme de crise, en tout cas une forme de défiance exacerbée, parce que crise c'est un moment qui s'arrête, mais il y a une forme de défiance exacerbée envers le fonctionnement de la politique, envers le fonctionnement de la démocratie, la question du cumul et du décumul est un des éléments, et c'est un des éléments symboliquement importants, mais pas rien que symboliquement important, matériellement important. Et donc, comme tout un chacun, un homme ou une femme politique a 24 heures dans sa journée, durant lesquelles il doit dormir, donc cumuler la fonction de bourgmestre cumuler la fonction de bourgmestre d'une grande commune bruxelloise et de député, alors soit vous faites bien l'un, soit vous faites bien l'autre, mais les deux en même temps, ça paraît quand même difficile. Au surplus, ça donne ce qu'on observe souvent dans les parlements régionaux en Belgique, mais pas propre à la Belgique. Ça donne aussi des parlements régionaux où les députés sont essentiellement, je dirais, des lobbyistes de leur espace territorial. Alors, je pense que c'est à tout le moins une question qui mérite la réflexion, et qui est une facette importante qui n'a pas trouvé de réponse à ce stade-ci, et qui devrait permettre d'aller de l'avant. Après, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'en perspective des élections régionales de 2019, un certain nombre de partis ont annoncé le décumul intégral dans leur chef. Écolo, c'est déjà le cas. Le Parti socialiste l'a clairement annoncé. Défi l'a annoncé. Donc, là aussi, vous pouvez aussi avoir un effet je dirais, d'entraînement. Cela dit, ça n'épuise pas le sujet, parce que dans le cumul et les décumuls, il faut aussi pouvoir aborder la question du cumul et du décumul public-privé. Même d'un point de vue éthique, on l'a vu avec l'affaire du Kazakh-Gate, c'est pas lié à la région de Bruxelles-Capitale, mais enfin, on voit bien que là aussi, il y a des formes de cumul qui sont problématiques. Alors là, pas spécialement relatifs à l'emploi du temps, encore que, mais à des possibles conflits d'intérêts. Peut-être toute dernière chose, avant une rapide réaction encore de Christophe Vengelu. Donc on a bien compris qu'on bloquait pour l'instant. Est-ce qu'il y a des chances qu'on avance à 10 sur un sujet comme celui-là ? Je pense qu'il y a très peu de chances qu'on avance avant la fin de la législature. On sait quels sont les partis qui sont favorables et quels sont ceux qui ne le sont pas. On sait qu'il n'y a pas de majorité dans le rôle linguistique néerlandophone. On ne voit pas vraiment comment arriverait cette majorité dans le rôle linguistique néerlandophone. Donc il ne faut pas non plus annoncer des choses qui vont peu vraisemblablement se produire. Il faudra voir l'évolution dans le chef des partis, et éventuellement, bien sûr, les résultats électoraux aux élections régionales de 2019. Alors peut-être très rapidement pour conclure là-dessus. Je suis globalement du même avis, effectivement. Il faut avancer là-dessus quand on voit que, et je dirais particulièrement au Parlement bruxellois, il y a un problème de cumul députés-bourgmestres. On voit des bourgmestres qui sont chefs de groupe, qui sont parlementaires, qui ont une activité professionnelle en dehors du Parlement. Ça pose des questions de disponibilité, ça pose des questions de conflit d'intérêts. Donc il faut clairement avancer. La direction qu'on prend, c'est le décumul. Par exemple, le Parlement germanophone a interdit le cumul député-bourgmestre.
ils ont laissé la porte ouverte aux échevins, mais donc ils avancent. La Wallonie a avancé il y a quelque temps en réduisant le nombre de députés qui étaient autorisés à cumuler. La commission de déontologie du Parlement fédéral pose clairement la question du décumul aussi. Donc je pense que c'est inéluctable, c'est juste de savoir jusqu'à quand ils vont réussir à bloquer ce décumul. Très bien, merci à tous les deux. On rappelle aussi que ces mesures, ce n'est pas encore pour tout de suite, parce que c'est à l'échelle de la fin de l'année 2018.